va parler de contrôle fiscal, traitement informatique et pistes d'audit fiables avec Sabine Derbout, directeur chez BDO, et Alexis Mioubi, fiscaliste chez Fiteco. Voilà, installez-vous, je vous en prie. Comment ? Et Benoît Verlic, bien sûr, auditeur interne chez Saint-Gobain, distribution bâtiment France. Voilà. Alors, un petit mot, quoi, un petit joke comme ça en passant. Voilà. Si, je vais faire la pub de BDO. Je voulais faire une petite pub de BDO. Non, tout le monde connaît BDO. Bon, enfin, BDO au niveau mondial, c'est le 5e grand réseau. C'est impressionnant. En France, jusqu'à il y a une douzaine d'années, c'était logé chez un confrère tout à fait remarquable qui s'appelle Guy Gendreau et qui avait un très très beau cabinet et où l'exploitation de la marque BDO avait été un peu laissée de côté, il faut bien dire. Hein, voilà. Et donc BDO, du fait de la départ à la retraite de M. Gendreau, etc., finalement a atterri, si j'ose dire, entre les mains d'un copain de classe. Michel Léger, on était à l'école ensemble. Donc c'est un expert comptable, confrère tout à fait remarquable. Et vous voyez, j'ai toujours une histoire à raconter. L'autre jour, je vois quelqu'un m'appelle, me dit, il y a votre consoeur qui est à la République. Je lui dis, oui, c'est Madame X. Elle me dit, oui, c'est ça, comment vous saviez? Je pourrais vous raconter l'histoire du chauffeur de taxi aussi, mais je ne vais pas le faire. C'est une histoire vraie. Non, pour parler de BDO, donc maintenant, Michel Léger a réussi en une petite dizaine d'années, hein, je pense, à faire de BDO, qui avait, je ne sais pas, l'équivalent de 20 ou 30 collaborateurs, 1000, 1500, je ne sais pas. Aujourd'hui, oui, plus de 1200 collaborateurs sur la France, plus de 1200. Plus de 1200, voilà. Donc, bravo Michel. Et donc, merci d'être là. À BDO, vous voyez, hein, quand même, hein, vous les direz. Bon. Et puis, Fiteco, c'est Pierre Casse, non? Il est toujours Pierre Casse. Alors, les choses ont évolué un petit peu chez Fiteco, bon, effectivement. Il est toujours vivant, oui. Bon. Barbu Pierre Casse, j'ai regardé Pierre Casse, je connais bien Pierre Casse, bon copain. Voilà, Saint-Gobain, je ne me ferai pas l'injure d'expliquer ce qu'est Saint-Gobain. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet en aval, hein, c'est last but not least, le contrôle fiscal. Après, vous pourrez aller prendre une douche tous. Traitement informatique et pistes d'audit fiable. On vous écoute. Eh bien, quand même, avant de démarrer l'atelier, je vais juste me permettre une petite chose, parce que chez BDO aussi, ça a évolué. L'année 2018 s'ouvre avec une nouvelle gouvernance. Il y a aussi donc maintenant Philippe Araoun. Donc, oui, j'ai vu ça dans la presse. Mais vous avez raison, vous avez raison. Merci en tout cas à tous. Mais je n'étais pas en classe avec lui, alors que voilà. Merci à tous en tout cas d'être restés parmi nous, de nous écouter à travers le webinaire. À l'ère de la dématérialisation des données, qui est d'autant plus, je dirais, nous sommes vraiment rentrés dans cette ère-là, Alexis, Benoît et moi-même avons choisi de vous parler du contrôle fiscal, notamment des traitements informatiques et de la piste d'audit fiable, deux sujets sur lesquels il ne faut absolument pas improviser, et le mot-clé, c'est l'anticipation. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer des illustrations concrètes de la mise en œuvre des traitements informatiques dans le cadre des contrôles fiscaux, il est utile, notamment pour ceux qui nous ont rejoints cet après-midi ici au pavillon Dauphine, ou ceux qui nous suivent en webinaire depuis cet après-midi, de prendre quelques minutes, 2-3 minutes, pour replacer les choses dans leur contexte. Donc aujourd'hui, effectivement, à la faveur des évolutions législatives des dernières années, on peut dire que le contrôle fiscal, depuis 2014, est résolument entré dans l'ère du numérique avec la systématisation de la remise du fichier des écritures comptables. L'image du vérificateur qui contrôlait la comptabilité derrière des piles de classeurs et des documents comptables, cette image, elle est définitivement révolue. Aujourd'hui, la comptabilité, elle tient sur une clé USB lorsqu'elle est matérialisée, ou c'est un échange de fichiers qui est déposé sur les serveurs de la DGFiP en cas de contrôle fiscal. Donc on voit bien qu'on a une forte évolution et une forte numérisation du contrôle fiscal qui s'est accélérée ces dernières années, et notamment depuis 2014.
Donc effectivement, les obligations de conservation et d'archivage des données, qui ont pu vous être présentées dans l'atelier précédent, elles sont plus que jamais d'actualité. Aujourd'hui, effectivement, toutes les informations qui participent à l'élaboration des résultats doivent être conservées et archivées et sont un vecteur d'information pour le vérificateur. Et la réalité dans les entreprises aujourd'hui, c'est que la plupart de ces informations, elles sont stockées dans le système d'information des entreprises. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'administration, à la faveur de ces évolutions législatives et des outils juridiques dont elle dispose, elle peut, dans le cadre d'un contrôle fiscal informatisé, le vérificateur peut accéder à ces données qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux et lancer des analyses de données et des traitements informatiques en fonction des thématiques fiscales qui seront auditées dans le cadre de la vérification de comptabilité. Donc, Alexis, mon entreprise reçoit un courrier m'informant d'un futur contrôle fiscal. Que se passe-t-il ? Donc effectivement, lorsque tu vas recevoir effectivement, Benoît, un courrier qui t'informe que tu vas faire l'objet d'une vérification de comptabilité. Donc dans ce courrier, tu auras les coordonnées du vérificateur général qui sera susceptible de t'informer qu'il sera accompagné dans le cadre des opérations de contrôle par un collègue vérificateur spécialisé en analyse de données et en traitement informatisé. Donc dans ce cadre-là, tu sauras en amont du contrôle fiscal que tu devras préparer une présentation de ton système d'information. La première étape, lors de la présentation générale de l'activité de l'entreprise et de la remise du fichier des écritures comptables, en plus de cette étape classique de la vérification de comptabilité, tu devras être en capacité de présenter au vérificateur informaticien ton système d'information sur la base d'un document qu'il aura élaboré, un questionnaire informatique qui te guidera dans ses attentes, mais qui sera particulièrement large, et tu devras faire un exercice où tu devras présenter les différents logiciels qui participent à l'élaboration des déclarations comptables et à l'identification des données d'origine qui qualifient les résultats comptables et fiscaux. Suite à ça, après cette présentation générale du système d'information, dans un deuxième temps, le vérificateur informaticien va te demander des focus particuliers sur certains applicatifs en fonction des thématiques fiscales qui seront abordées. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de ces focus spécifiques sur des logiciels de gestion ou sur des modules applicatifs, eh bien dans ce cadre-là, le vérificateur sera susceptible de demander la réalisation de traitements informatiques de la part de la société ou par lui-même. Mais est-ce que tous les contrôles fiscaux sont informatisés ? Alors non, tous les contrôles fiscaux ne sont pas informatisés. Maïté Gabé l'a rappelé ce matin en disant que sur les 45-46 000 contrôles fiscaux, seuls 8% faisaient l'objet de demandes de traitement. Pour autant, ce chiffre cache un certain nombre de disparités. Il va falloir distinguer effectivement les grandes entreprises et les grosses PME des TPE. Effectivement, dans les grandes entreprises, dans les grosses PME, l'activité elle est gérée principalement elle est suivie et gérée principalement à partir des applicatifs, à partir des logiciels de gestion. Donc dans ce cadre-là, il sera tout à fait pertinent d'avoir effectivement une approche informatique, une analyse du système d'information pour pouvoir mener les investigations sur le contrôle fiscal. Et donc une entreprise comme la tienne, effectivement, elle a plus de chances de faire l'objet d'un contrôle fiscal informatisé, nécessairement, et de demandes informatiques, qu'une TPE. Voilà, le chiffre de 8%, il cache des disparités. On pourrait dire effectivement qu'on a plus autour de 20-30% de chances sur les contrôles fiscaux des grandes entreprises de faire l'objet de demandes de traitement. Et puis sur les petites entreprises, on a un chiffre inférieur à 8% nécessairement. Mais cette réalité, on voit bien qu'elle est amenée à évoluer. Le contrôle fiscal informatisé, ça n'est pas que le sujet des grandes entreprises. On le voit bien, on a une obligation qui est rentrée en vigueur au 1er janvier 2018 de sécurisation des logiciels de caisse et conservation de ces données. Alors effectivement, on a été rassuré tout à l'heure par Marie Magnin qui nous a expliqué que dans un premier temps, il n'y aurait pas d'intensification des traitements informatiques sur les logiciels de caisse en 2018. Pour autant, effectivement, les outils juridiques sont là pour l'administration pour pouvoir engager des contrôles fiscaux informatisés également auprès des TPE. Très bien, c'est clair. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des traitements informatiques ? Alors oui, les traitements informatiques, déjà, la question,
on utilise le terme traitement informatique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qu'un traitement informatique? Eh bien, il faut savoir que le terme traitement informatique, c'est une notion générique qu'on retrouve effectivement notamment à l'article L47A du livre des procédures fiscales, qui n'est pas explicitement définie dans la loi. Par contre, ce qu'on va trouver dans la doctrine administrative, on va trouver des exemples, des illustrations de traitement informatique. De la même manière, on a de la jurisprudence sur la mise en œuvre des traitements informatiques et la mise en œuvre de traitements par l'administration a fait l'objet de remises en cause de la part d'un certain nombre d'entreprises pour savoir si effectivement elle avait réalisé ou pas des traitements informatiques en offrant les garanties afférentes à ces traitements informatiques aux contribuables ou non. Et on a de la jurisprudence sur le sujet. Alexis, voilà, si je peux me permettre, je crois que l'auditoire est très attentif à ce moment-là. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on... Donc concrètement, qu'est-ce que ça va être un traitement informatique? Lorsque l'administration va vouloir extraire des données d'un applicatif de gestion pour le croiser, par exemple, avec des données d'un autre applicatif de gestion, donc des données d'un logiciel de stock avec un logiciel de gestion des achats, par exemple, ou un logiciel de gestion commerciale, pour rapprocher effectivement les flux d'achat, de vente et les mouvements de stock, et bien là, on sera dans la mise en œuvre d'un traitement informatique. De la même manière, lorsque le vérificateur voudra confronter des données issues du fichier des écritures comptables avec des données de gestion et croiser ces fichiers, soit pour générer un nouveau fichier, soit pour fusionner les deux fichiers, on sera typiquement dans la réalisation d'un traitement informatique. Très bien. Donc, tu nous as donné donc, quelques exemples qui nous permettent d'illustrer un petit peu toutes ces jurisprudences. Maintenant, qui est concerné justement par ces demandes de traitement informatique? Alors, comme je le disais, potentiellement, beaucoup d'entreprises sont concernées, pour ne pas dire presque toutes, sont concernées par les traitements informatiques, potentiellement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dès lors qu'un contribuable utilise des systèmes informatisés pour gérer son activité, il s'inscrit de facto dans le périmètre afférent aux comptabilités informatisées. Alors s'il utilise uniquement un logiciel de comptabilité, là pas de problème, on est dans le cadre de l'article L47.1 du livre des procédures fiscales, et donc on est dans la remise du FEC uniquement. Par contre, dès lors qu'on va avoir un autre applicatif qui va contenir des données d'origine qui peuvent justifier une écriture comptable, et bien dans ces cas-là, ces données d'origine qui sont contenues dans des applicatifs de gestion pourront faire l'objet, à la demande de l'administration, de traitements informatiques pour croiser ces informations. Donc, et quelles sont ces données précisément? Donc, le périmètre des données est très large. La définition donnée par l'article L13 du livre des procédures fiscales est de dire que dès lors qu'un contribuable utilise un système informatisé, toutes les données qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux sont potentiellement concernées. Donc là, on a une illustration des applicatifs qui peuvent avoir un impact effectivement sur les données de la comptabilité. Donc on voit bien que les applicatifs de paye, de gestion des immobilisations, les systèmes de caisse, bien entendu, vont contenir des données d'origine, des données détaillées qui permettent de justifier une écriture comptable. Et ce sont donc toutes ces données qui sont contenues dans ces applicatifs qui pourront faire l'objet de demandes de traitement informatique conformément à l'article L47A2 du livre des procédures fiscales. A contrario, on a d'autres applicatifs en gris, notamment les logiciels de prospection commerciale, par exemple, où a priori, on n'a pas de lien, même indirect, avec la comptabilité. Ces applicatifs ne vont pas justifier une opération comptable, donc ces applicatifs ne seront pas dans le périmètre des comptabilités informatisées. C'est vrai qu'en parallèle de ce qui a pu être dit ce matin, où tu as mentionné le FEC, lorsqu'on remet un FEC à l'administration et que ce FEC comporte des écritures qui sont agrégées parce qu'elles proviennent d'applications métiers, que se passe-t-il? Voilà, tu peux préciser le... On va prendre un exemple peut-être pour illustrer ta question. On peut prendre l'exemple des systèmes de caisse, par exemple. Effectivement, dans le système de caisse, on va avoir toutes les opérations qui sont afférentes à l'enregistrement des données, des tickets, des règlements clients. Et donc, toutes ces informations, elles vont être retranscrites en comptabilité
de manière plus ou moins fine. On va avoir effectivement, on a la possibilité d'avoir une totalisation en comptabilité au jour le jour pour les dépenses payées en espèces pour un montant de moins de 76 €. Et donc, cette écriture agrégée trouvera son explication dans les données détaillées, les données de gestion qui se trouvent dans le système de caisse. Donc concrètement, là, on sera effectivement dans l'administration. Si elle souhaite accéder à ces données du système de caisse, elle devra mettre en œuvre, comme elle le fait d'ailleurs actuellement sur ces problématiques-là, elle met en œuvre la procédure L47A2 du livre des procédures fiscales pour accéder à ces informations. C'est vrai que nous devons demeurer attentifs à ces sujets-là. Mais on a employé de nombreux mots-clés tout au long de cette journée. Un des mots-clés, c'est l'anticipation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en matière de délai, s'il te plaît? Effectivement, là, ce qu'on constate, effectivement, c'est que l'administration peut interroger la société pour réaliser des traitements informatiques sur les données. Donc, c'est-à-dire, la société, l'entreprise, devra restituer des informations, devra restituer des données issues de logiciels applicatifs en cas de demande de l'administration. Comment ça va se formaliser? Benoît, prenons ton exemple. Donc, tu as un contrôle fiscal informatisé et le vérificateur, à l'issue de la présentation du système d'information, dit « Je souhaiterais avoir le détail des opérations contenues dans le logiciel de facturation pour recadrer le chiffre d'affaires facturé et le chiffre d'affaires réalisé sur la période contrôlée avec le chiffre d'affaires inscrit en comptabilité et donc déclaré sur les déclarations fiscales déposées. » Eh bien, dans ces cas-là, il va t'envoyer un courrier en t'expliquant donc la nature des investigations souhaitées, et il te proposera 3 modalités de réalisation de ces traitements. Les modalités de réalisation des traitements sont à l'initiative du contribuable. Elles sont le choix du contribuable. Le cadre légal prévoit que c'est le contribuable qui décide comment il répond à la demande de traitement de l'administration. Donc, le contribuable a 3 possibilités. Première possibilité, il demande à l'administration de réaliser les traitements qu'elle souhaite réaliser sur son matériel au sein des locaux de l'entreprise. Deuxième possibilité, le contribuable souhaite réaliser l'ensemble des traitements de A à Z et donc demande un cahier des charges à l'administration pour pouvoir réaliser les traitements attendus. Et la troisième et dernière possibilité, l'entreprise, donc Saint-Gobain, remettra effectivement le détail des données d'origine nécessaires à la réalisation des traitements, et c'est l'administration qui réalisera sur son propre matériel les traitements informatiques. Donc je comprends que c'est moi qui vais choisir l'option pour réaliser ces traitements informatiques. Est-ce qu'il y a des critères qu'on peut mettre en avant pour pouvoir me guider dans mon choix de l'option qui va réaliser ces traitements informatiques? Alors bien sûr, le choix de l'option, il va dépendre de plusieurs critères. Le premier critère, ça va dépendre effectivement de la taille de l'entreprise, de la nature du traitement envisagé et de la complexité et des ressources nécessaires à la réalisation des traitements et disponibles au sein de l'entreprise. Pourquoi ? Si on reprend les différentes options, l'option A par exemple, on nous dit l'administration va venir réaliser les traitements sur le matériel de l'entreprise. Cela suppose un certain nombre de prérequis. L'entreprise va devoir être en capacité de mettre un environnement matériel et logiciel sécurisé à disposition du vérificateur, portant sur les données de la seule période vérifiée et lui donner les moyens de pouvoir réaliser les traitements souhaités. C'est-à-dire avec des outils qui lui permettent de réaliser les investigations attendues. Donc concrètement, c'est quelque chose de particulièrement lourd à mettre en place. Il va falloir dupliquer les données du périmètre contrôlé et donner un accès sécurisé au vérificateur. La seconde option, qui consiste à réaliser les travaux de A à Z, donc d'aller jusqu'au bout de la demande de traitement, elle va nécessiter de mobiliser des ressources importantes. Non seulement il va falloir faire l'extraction des données, mais ensuite, il va falloir faire les traitements. Donc ça présuppose d'avoir une équipe qui soit en capacité, une équipe ou des prestataires, qui soient en capacité de répondre à cette demande. Et la troisième solution, elle est à mi-chemin, disons, elle est plus simple à réaliser que la seconde, puisqu'elle suppose de réaliser les extractions des données d'origine, et c'est ensuite l'administration qui les réalise. Donc si on a peu de ressources en interne pour réaliser ces travaux-là, pour réaliser les travaux jusqu'au bout, ça peut être une alternative intéressante.
D'autant plus qu'il faut avoir une chose très importante à l'esprit, c'est la question des délais. Pour réaliser ces traitements, vous avez des délais qui vous sont imposés. Effectivement, pour remettre les données d'origine, l'option C, vous devez les remettre 15 jours après avoir formalisé votre choix d'option. Donc on voit bien que là, pour un traitement complexe, il va falloir avoir anticipé la sauvegarde des données, l'archivage de ces données, pour pouvoir répondre rapidement à la demande de l'entreprise, à la demande de l'administration, pardon. Et de la même manière, dans le cadre de l'option B, effectivement, si l'entreprise décide de réaliser elle-même ces traitements, l'administration se réserve le droit de demander néanmoins les données d'origine pour rejouer les traitements de son côté et les confronter aux travaux réalisés par l'entreprise. Et ça, de la même manière, ces données doivent être mises dans un délai de 15 jours. Donc on voit bien que ça dépend vraiment des capacités de l'entreprise, des ressources de l'entreprise disponibles pour formaliser son choix d'option. Oui, donc c'est quelque chose qui est très important. Comment l'administration formalise ces demandes de traitement? Donc, si tu optes pour l'option B, c'est-à-dire je veux réaliser les traitements de A à Z, l'administration, elle t'enverra, en complément du courrier sur lequel elle t'a informé qu'elle souhaitait réaliser des traitements informatiques, elle t'enverra un cahier des charges en te disant « voilà ce que je veux exactement que vous fassiez ». En pratique, il faut savoir qu'il y a une distinction entre les vérificateurs informaticiens de la DVANI et les vérificateurs informaticiens des services locaux. La DVANI envoie systématiquement le cahier des charges au moment de l'envoi de la lettre pour expliquer la nature des investigations envisagées. Au niveau local, c'est différent. Il y a d'abord un envoi de la lettre qui explique la nature des investigations envisagées et ensuite, en cas d'option B, effectivement, le vérificateur informaticien rédigera un cahier des charges qui expliquera l'ensemble des travaux attendus. Et est-ce que tu as des exemples justement concernant les différentes demandes de traitement? Oui, bien sûr. Donc concrètement, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce que contient une demande de traitement informatique. Donc le fameux cahier des charges en cas d'option B. Ce cahier des charges, il est découpé généralement en 4 grands chapitres. Un premier chapitre qui précise l'objet fiscal. Donc ça va être finalement l'objectif visé, la thématique fiscale poursuivie par l'administration et la thématique fiscale auditée. Donc là, l'exemple qu'on a donné, c'est un contrôle effectivement des données de caisse. Donc il s'agira, l'objet fiscal aura pour but de contrôler les recettes encaissées et de le confronter au chiffre d'affaires comptabilisé issu du fichier des écritures comptables. On regarde les recettes présentes dans le logiciel de caisse, on les confronte au chiffre d'affaires comptabilisé sur l'exercice. Ce contrôle aura également pour finalité de vérifier la TVA encaissée telle qu'elle apparaît sur les documents justificatifs émis par le système de caisse et les montants déclarés mensuellement sur les déclarations de TVA. Donc ça, ce sera la partie objet fiscal. Ensuite, le deuxième chapitre, ce sont les applicatifs et modules concernés par les traitements. Donc en l'occurrence, dans notre exemple, on aura à minima le module logiciel de caisse et le module logiciel comptable. Je dis à minima parce qu'on peut avoir des interfaçages entre les deux. On peut avoir des retraitements. On peut avoir un retraitement sous Excel, par exemple, entre les données issues du logiciel de caisse, l'écriture comptable, et donc un lien entre les deux qui va expliquer comment on peut mapper les données issues des deux applicatifs. Donc voilà, à minima, ce sera ça. Et ça nous amène du coup au troisième point, les éléments de contexte et les remarques liminaires. Cette partie-là, elle est importante parce qu'en fait, elle va reprendre les échanges qui ont eu lieu dans le cadre de la présentation générale du système d'information et le focus spécifique sur les applicatifs concernés. Par exemple, on va avoir dans cette partie-là, le vérificateur va décrire le schéma de comptabilisation des recettes tel qu'il lui a été présenté. Donc comment fonctionne l'interfaçage entre le logiciel de caisse et le logiciel comptable, comment, au sein du fichier des écritures comptables, on identifie spécifiquement les écritures qui concernent les opérations de caisse et éventuellement les retraitements intermédiaires entre le logiciel de caisse et le logiciel comptable. Et enfin, le quatrième chapitre va être la description des travaux à réaliser
proprement dite. Donc, elle va pouvoir se découper en plusieurs parties. La première partie, ça va être la demande d'extraction des données de caisse. Donc, la demande de traitement indiquera qu'on souhaite récupérer les fichiers d'en-tête des tickets, les pieds de tickets et le corps, les données de détail des tickets. Par exemple, ça pourrait être un détail de cette nature-là. Sur les données qui seront extraites, le vérificateur demandera un certain nombre de contrôles de cohérence également, pour pouvoir s'assurer que les données qui lui sont restituées dans le cadre de la demande de traitement sont cohérentes avec l'exhaustivité des informations qui figurent dans le système d'information. Et ensuite, la sous-partie des travaux à réaliser concernera les fichiers d'analyse à constituer, les fichiers de traitement proprement dites, qui effectivement permettront d'analyser ensuite la problématique fiscale et de confronter les données de caisse avec les données comptables. Donc voilà, on voit qu'on a un détail assez fin lorsqu'on est sur l'option B et qu'on a des travaux plus importants que la seule mise à disposition des données d'origine pour réaliser les traitements. Donc dans l'hypothèse où mon entreprise fait un contrôle fiscal, bien évidemment, donc avec des traitements informatiques, j'ai choisi l'option B, donc je remets à l'administration donc les travaux qu'elle m'a demandés. Maintenant, comment vont se passer donc cette exploitation des traitements informatiques? Alors, du coup, effectivement, la finalité des traitements informatiques, elle peut être diverse. Globalement, l'administration va engager des traitements informatiques dans trois grands objectifs. Le premier objectif, ça va être d'identifier un écart entre les montants comptabilisés, donc les montants déclarés, et les montants reconstitués à partir des traitements. C'est typiquement le cas de l'exemple qu'on vient de prendre avec le système de caisse. On regarde ce qu'il y a dans le logiciel de caisse, on regarde ce qu'il y a en comptabilité, on regarde éventuellement les retraitements qu'il y a entre les deux, et on confronte pour s'assurer de la cohérence et de l'exactitude. La deuxième possibilité, ça va être la mise en évidence d'un écart entre la règle fiscale applicable et son implémentation dans le système de caisse. Donc, en gros, dans le cadre de la présentation générale du système d'information et des règles de gestion applicables dans l'entreprise, tu vas présenter au vérificateur la manière dont tu gères une problématique fiscale. Par exemple, un calcul de provision. Un calcul de provision pour dépréciation des créances clients. Tu vas peut-être, pourquoi pas. C'est un bon exemple. Au hasard. Donc effectivement, tu vas lui expliquer la règle théorique. Et ensuite, la finalité du traitement informatique, ce sera de reconstituer à partir des données d'origine, de rejouer finalement la règle théorique telle que tu lui as présentée et de s'assurer de la correcte application dans le système d'information. Donc cette deuxième finalité va éventuellement mettre en évidence un écart ou pas si effectivement on a une sécurisation de ce dispositif. Et enfin, la troisième finalité va être d'évaluer un impact fiscal. On sait qu'il y a une problématique, on a identifié une problématique. Par exemple, on sait que sur un certain type de prestations, on a un taux de TVA erroné qui est appliqué. Ne regarde pas comme ça. Par exemple, qui est appliqué systématiquement. Et donc, dans ce cadre-là, l'objectif, ça va être d'identifier toutes les opérations à partir d'éléments discriminants issus des données d'origine pour pouvoir avoir une analyse exhaustive et un chiffrage de l'impact fiscal et donc d'évaluer le rehaussement encouru. Donc on s'aperçoit qu'on a un périmètre qui est large, qui n'est pas borné, malheureusement pour le contribuable. Ceci dit, quelles sont les sanctions en cas de non-réalisation donc, des demandes de traitement informatique? Alors, en cas d'impossibilité de réaliser les traitements informatiques demandés, donc l'administration fiscale, le vérificateur dit « je souhaite contrôler les données de caisse », par exemple, et donc l'exemple qu'on a pu prendre tout à l'heure, si les données n'ont pas été conservées, par exemple, et que le traitement est impossible, le contribuable s'expose à une amende de 10% des droits rappelés sur cette thématique. Le vérificateur, effectivement, fera son analyse fiscale à partir d'autres données. S'il y a un rappel, il y aura une amende de 10% des droits rappelés
parce qu'il n'a pas été en capacité de mettre en œuvre les traitements informatiques qu'il était en droit d'attendre. Le montant de l'amende est de 5 000 € minimum. Donc s'il n'y a pas de rappel, il y aura quand même une amende qui est de 5 000 €. Et bien évidemment, si la comptabilité contient des données qui ne sont pas suffisamment précises, qui sont trop agrégées, et que effectivement les données d'origine qui justifient ces écritures ne sont pas disponibles, et ben ça pourra aller, si le caractère sincère et probant de la comptabilité peut être mis en cause, jusqu'à un rejet de comptabilité. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose de conséquent. Donc on voit bien l'importance de la conservation et de l'archivage des données, tel que ça a été dit dans l'atelier précédent. C'est vraiment le point clé. Pourquoi on conserve et on archive toutes ces données? Pour pouvoir répondre à une obligation légale de l'administration. Voilà. Alors, imaginons toujours que... Dis-moi, excuse-moi, mais c'est préparé, ça, ces questions-réponses avec Benoît? On travaille. Non, mais attends. On n'est pas là pour faire... Vous avez vu, ça coule de source. Vous avez répété combien de... C'est extra... Vas-y, Benoît, excuse-moi, mais c'est formidable. On va les applaudir fort à la fin. Allez, vas-y. Donc, mon entreprise fait l'objet d'un contrôle fiscal, donc des traitements informatisés, donc il y a eu des exploitations. J'ai failli sur certaines restitutions de données, donc l'administration me sanctionne. Je vais passer sur les montants. Quels sont donc mes recours, puisque je vais contester, bien évidemment, les sanctions de l'administration. L'administration n'est pas là, elle n'est pas dans la salle. Donc les traitements informatiques sont réalisés dans le cadre général d'une vérification de comptabilité. Donc les recours qui s'appliquent, ce sont les recours classiques de la vérification de comptabilité. Donc avant effectivement d'envisager les recours, il est vrai qu'on est censé avoir, dans le cadre des opérations de contrôle, un échange dans le cadre du débat relais contradictoire. L'administration est censée présenter, le vérificateur est censé présenter les conclusions de ces investigations réalisées à partir des traitements informatiques. Donc ça, c'est un premier point. Mais il peut arriver que malgré cette présentation, eh bien, on aboutisse à un désaccord. On constate un désaccord. Alors le désaccord, il peut être de deux types. Il peut être sur le périmètre des données, sur lequel a eu lieu le traitement. Donc effectivement, on peut contester le périmètre parce que le périmètre qui a été retenu, il n'est pas exhaustif, par exemple. Le deuxième point qui est plus courant, je dirais, c'est sur l'analyse fiscale qui est faite de ces données. Donc effectivement, on peut être d'accord sur les données qu'on a fournies aux vérificateurs dans le cadre du contrôle, mais ne pas être d'accord sur l'analyse fiscale, le point de droit derrière. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, on pourra contester à l'issue de la réception de la proposition de rectification en réponse, et puis ensuite les recours classiques s'appliqueront, donc éventuellement le recours hiérarchique, l'interlocution, la saisine de la commission départementale ou nationale, etc., pour aller éventuellement, si on n'est toujours pas d'accord, pour s'orienter vers une voie contentieuse, le cas échéant. Donc bien évidemment, ce sont des voies que je ne souhaite pas utiliser parce que je veux être un bon contribuable et donc je veux me préparer. Donc quels seraient, selon toi, donc, les points de vigilance, les points d'attention qu'il faudrait que je mette en avant pour me préparer à un éventuel contrôle fiscal? Alors on va avoir un certain nombre de situations dans lesquelles il va falloir être particulièrement vigilant. Ça va être toutes les situations où on a un risque de perte de données finalement, de défaut de conservation de ces données. Donc notamment lorsqu'on va migrer de systèmes d'information, lorsqu'on va avoir un logiciel qui va tomber en obsolescence et qu'on va devoir le remplacer. Dans ces cas-là, effectivement, il faudra accorder une vigilance toute particulière à la conservation des données et à l'archivage des données dans un format exploitable. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « j'ai fait une sauvegarde des données de mon logiciel, c'est bon, je suis couvert ». Non, il faut être en capacité de les restituer, ces données. Si les données elles ne peuvent être restituées qu'avec l'ancien logiciel pour lequel vous n'avez plus de licence, vous serez incapable de les restituer en cas de contrôle fiscal. Donc non seulement il faut réfléchir à la conservation de ces données, mais dans un format exploitable. On recoupe avec la nécessité de créer un archivage de ces données qui peuvent faire l'objet de demandes de traitement. Donc, bon, ces cas-là, qui sont des cas ponctuels, généralement, les entreprises relativement structurées
y pensent. Elles ont ce point de vigilance. Elles se disent, voilà, effectivement, je vais avoir une problématique de conservation de mes données. Une problématique assez courante, notamment dans les grandes entreprises, et qu'on n'a pas toujours à l'esprit, ou qu'on constate en cas de contrôle fiscal, c'est l'évolution du périmètre entre la période vérifiée et l'intervention du vérificateur. Effectivement, dans certaines entreprises, on va avoir des fermetures d'établissements, des cessions de branches d'activité, des nouvelles branches d'activité, et donc le périmètre de l'entreprise va évoluer. Donc il faudra être en capacité, en cas de contrôle, qui interviendra sur les 3 derniers exercices clos, qui pourra intervenir jusqu'aux 3 derniers exercices clos, eh bien il faudra se replacer dans la situation dans laquelle on était à cet instant T. Ce qui veut dire que ce contrôle fiscal-là, il doit s'anticiper. Cette potentialité d'un contrôle fiscal, elle doit s'anticiper. Il faut effectivement prévoir à la clôture de chacun des exercices un archivage conservé, bien sûr, pour pouvoir restituer le périmètre à l'instant T. Et ça, c'est quelque chose que les entreprises n'ont pas systématiquement à l'esprit. Et c'est important d'avoir cette vigilance parce qu'il est très compliqué, ensuite, 3 ans après, en cas de contrôle, de reconstituer le périmètre tel qu'il existait 3 ans auparavant. Ça, je confirme effectivement. Donc, reconstituer le périmètre, c'est relativement simple, mais c'est après les données qui constituaient ce périmètre à l'instant T. C'est parfois compliqué. Et pour prendre un terme qui est utilisé dans la caisse, ce n'est pas une fois qu'on a purgé toutes les données de son système qu'on va se poser la question de l'archivage. Donc au-delà effectivement de toutes ces problématiques de conservation et d'archivage des données, pour pouvoir effectivement, lors d'une vérification de comptabilité, expliquer les règles de gestion en cours sur la période vérifiée, le périmètre, les applicatifs concernés, il va falloir mettre en place une documentation adaptée pour garder une trace de ces informations. Parce qu'effectivement, les ressources humaines au sein d'une entreprise, elles évoluent. Et donc, si on ne pense pas à mettre en place cette documentation, on risque d'avoir de la déperdition d'informations et le jour du contrôle, d'avoir un certain nombre de difficultés à expliquer comment ça se passait 3 ans auparavant. Donc, des obligations de documentation, il en existe de plusieurs sortes. Une obligation générale de documentation du système d'information qui va permettre, lorsque le vérificateur informaticien va intervenir, de lui proposer une présentation des applicatifs et des flux entre les applications tels qu'ils existaient sur la période contrôlée. On aura aussi besoin de documenter la manière dont on a réalisé les traitements dans le cadre des traitements informatiques, d'où viennent les données extraites, comment a-t-on réalisé cette extraction, et lorsqu'on réalise les traitements, quels sont les traitements qu'on a réalisés, et d'expliquer, de détailler un peu les requêtes qui ont été opérées. Et enfin, 3e obligation, une obligation très importante, une obligation spécifique en matière de facturation, qui a été évoquée effectivement par Jean dans l'atelier précédent, qui concerne la piste d'audit. Effectivement, les entreprises qui émettent des factures non sécurisées ou qui reçoivent des factures non sécurisées doivent offrir les garanties suffisantes à l'administration que ces factures émises ou reçues ont une fiabilité suffisante puisqu'elles vont être présentées en tant que pièces justificatives dans le cadre du contrôle fiscal. Et ça va faire l'objet d'une documentation, d'une piste d'audit fiable qu'on va maintenant vous détailler. Je laisse la parole à Sabine sur le sujet. Merci. Mais effectivement, la piste d'audit fiable, je vais vous parler. Donc là, on se trouve dans un contexte de vérification de comptabilité. Pourquoi pas avec l'examen de comptabilité si on demande des documents. Et puis, je vous ai mis délibérément ce slide provocateur. Pourquoi ? On se rend compte à travers une enquête que nous avons menée que la notion de piste d'audit fiable n'est pas toujours appréhendée de la même façon selon la taille de l'organisation. Alors, de quoi s'agit-il ? Un système de facturation, une mention supplémentaire sur les factures, une documentation de process lié à la TVA, une obligation uniquement liée au process vente. Donc, bien entendu, je vous rassure tout de suite, pour en tout cas les experts comptables qui nous écouteraient, les commissaires aux comptes, je ne vais pas vous dire que la piste d'audit fiable, c'est une seule de ces options-là.
La piste d'audit fiable, ce n'est absolument pas aucune de ces options. Il est question de la piste d'audit fiable dès lors qu'on est dans un cadre, on est assujetti à la TVA et que l'on reçoit ou émet des factures non sécurisées et toutes les entreprises sont concernées. Et la piste d'audit fiable, comme l'a précisé Alexis précédemment, c'est qu'elle doit apporter toute garantie à l'administration fiscale de sécurisation du flux d'une transaction liée à la TVA et surtout le cheminement du flux de cette transaction. C'est-à-dire, on peut parler classiquement dès le bon de commande, parfois ça pourrait être autre chose qu'un bon de commande, jusqu'au moment du paiement de la transaction. Que l'on soit dans une transaction client ou dans une transaction achat, et j'insiste sur le sujet. La piste d'audit fiable est très bien, est absolument à prévoir dans les deux natures de transactions. Pourquoi est-ce qu'on a une piste d'audit fiable? Parce qu'on a effectivement des risques. On va au niveau de l'entreprise, on va, je dirais, être très attentif parce qu'un des rejets en matière de TVA, ça va être le rejet de la déductibilité, notamment de la TVA sur les factures. Et là, on est sur des cycles achats. Un des sujets qui pourrait aller au-delà du rejet de la TVA, de la déductibilité, de la TVA sur ces factures d'achat, serait, voire potentiellement, la remise en question de la déductibilité de la charge afférente. Et lorsqu'on n'est pas en mesure de démontrer toutes les garanties à l'administration fiscale, et lorsqu'on réunit, bien entendu, d'autres indices, une des sanctions, un des risques majeurs repose sur le rejet de comptabilité qui a été à plusieurs fois évoqué et que je n'évoquerai pas à nouveau, mais le rejet de comptabilité est vraiment une des sanctions qui sont vraiment majeures. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de pistes d'audit fiable? Maïté Gabé, ce matin, a mentionné la fraude massive à la TVA, donc je ne me permettrai pas de citer les chiffres que vous pouvez tous consulter dans la presse, qui rapportent à des évaluations extrêmement fortes en matière de fraude à la TVA. Nous sommes dans ce contexte et compte tenu des chiffres engagés, compte tenu de cette fraude massive, je peux vous assurer que c'est un sujet qui est d'autant plus d'actualité pour les entreprises, pour les professionnels et pour l'administration. La piste d'audit fiable, elle est là pour assurer une garantie vis-à-vis de l'administration fiscale, mais faisons un petit retour en arrière. Il s'agit d'une obligation. Cette obligation, elle court depuis 2014, puisqu'il y a eu un exercice par tolérance avec les publications de l'instruction administrative. Donc c'est 2014. Chaque assujetti à la TVA qui émet ou qui reçoit des factures, doit établir une piste d'audit fiable. Cette piste d'audit fiable, elle peut être demandée par l'administration fiscale lors d'une vérification de comptabilité. Et elle est aujourd'hui, on le voit, nous, aussi bien dans les entreprises que vis-à-vis de nos clients quand nous intervenons, j'ai un long parcours d'entreprise, pardon, on le voit très bien, elle est de plus en plus demandée et elle permet à l'entreprise de conforter au niveau de son contrôle aussi, de s'assurer, de documenter et de formaliser des contrôles supérieurs qui lui permettent, je dirais, de renforcer son contrôle interne. Alors, cette piste d'audit fiable, une fois qu'on a posé le contexte, qu'on a rappelé aussi les enjeux pour l'État, fraude massive, consultez les chiffres, ils sont impressionnants. Il s'agit pour l'administration fiscale de s'assurer de la réalité de la transaction. La réalité de la transaction, on va s'interroger lorsqu'il s'agit d'une livraison, une transaction en tout cas liée à un bien matériel, mais attention, la réalité de la transaction en matière de service. Interrogeons-nous sur comment est-ce qu'on peut s'assurer de la réalité
d'une transaction lorsque le service est en question. Et puis, on va aussi s'assurer de l'authenticité. Et l'authenticité, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a plutôt longuement, et à juste titre, les experts l'ont évoqué, l'authenticité de la facture. Je ne referai pas le débat sur la facture, mais il est extrêmement important de s'assurer de l'authenticité aussi des pièces justificatives. On sait tous aujourd'hui que les moyens modernes nous permettent ou permettraient de présenter des documents. Et lorsqu'on creuse un peu, on se rend compte que certaines données, peut-être, ont pu être, je dirais, retravaillées. C'est un sens, je dirais, un mot diplomatique utilisé, mais attention, on est en matière de fraude, et en général, ce n'est pas parce qu'il manque une virgule, lorsque les pièces sont retravaillées, les factures, c'est parce que derrière, il y a effectivement, en tout cas, une volonté de fraude. Il est très clair que l'intégrité du contenu est extrêmement importante et que la lisibilité des factures est concernée aussi sur cet aspect-là. Et pour revenir à ce que nous disait, je crois qu'il y a eu une question d'un expert comptable qui disait « Je reçois les factures du client par PDF ». Nombreuses sont les entreprises qui reçoivent des factures par mail en PDF, et lorsqu'on les interroge, elles considèrent qu'elles ne sont pas dans le champ, pas dans l'obligation de la piste d'audit fiable, parce qu'elles considèrent qu'elles sont sur des factures électroniques. Je vous renvoie à l'atelier précédent où on vous a bien précisé ce que c'était qu'une facture sécurisée et une facture non sécurisée. Comme l'a dit Olivier ce matin, Olivier Mismer, comme l'ont dit les différents interlocuteurs, dès que vous êtes en facture non sécurisée, on est sur la piste d'audit fiable avec une obligation de garantir ces différents aspects à l'administration et aussi, je dirais, pour notre contrôle interne, ou en tout cas pour le contrôle interne de l'entreprise. Je trouve que c'est très important, et puis pour nous en tant que professionnels. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces critères en tête, et on revient sur ces critères évoqués aussi depuis ce matin, l'inaltérabilité, la sécurisation, bien entendu, l'intégrité. Alors, je ne vais pas vous faire les textes parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas une définition de tous les contrôles dans une instruction fiscale, de tous les contrôles à mettre en place pour une piste d'audit fiable. Ce que l'instruction fiscale précise, c'est que chaque assujetti va déterminer l'ampleur et les moyens des contrôles en fonction de différents paramètres. Alors, il est très clair que les contrôles à mettre en place devront et doivent être cohérents avec une activité, avec les enjeux pour l'entreprise, et il est important de les prévoir en amont, ou en tout cas de les faire vivre au fur et à mesure de l'activité de l'entreprise. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle de contrôle? Est-ce que l'on doit décrire les contrôles dans une piste d'audit fiable? Alors, oui, en partie, mais attention, on parle aussi de contrôle au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on ne vous parle pas uniquement de contrôle manuel ou, à contrario, de contrôle automatique. Actuellement, nombreuses sont les entreprises qui ont une comptabilité informatisée. Nombreuses sont les entreprises, des belles PME, les ETI, les grands groupes, qui disposent d'ERP. Il y a même des entreprises, et comme Auchan nous l'a présenté ce matin, qui ont des cartographies applicatives plutôt complexes. Dans les groupes que je connais bien, on peut avoir des cartographies applicatives avec plus d'une vingtaine de systèmes, des flux qui sont concernés par la piste d'audit fiable et qui vont passer à travers de très nombreux systèmes. Donc, les contrôles, ils doivent être documentés, mais on doit aussi, c'est-à-dire bien collecter les règles de gestion dans les ERP, dans les logiciels, lorsqu'ils sont à l'origine des contrôles automatisés. Et j'insiste bien, parce que la piste d'audit fiable, c'est la collecte d'informations, d'une part, la formalisation des contrôles, ce qui vise aussi à collecter des informations,
au niveau des systèmes d'information. Et c'est là aussi où il y a un sujet qui est extrêmement important et qui remet le financier au sens large du terme, le financier comptable, fiscaliste, vraiment la fonction financière au sens large du terme, sur la table de discussion avec le DSI ou la fonction informatique. C'est extrêmement important de se rendre compte. Alexis l'a évoqué à travers les traitements informatiques. On l'a évoqué ce matin à travers les caisses, la problématique des caisses. Il est extrêmement important que la fonction financière soit une partie prenante à la table lorsque l'on échange sur un système d'information, lorsqu'on envisage une évolution du système d'information, lorsqu'on envisage des évolutions de paramétrage. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, les contrôles permanents, documentés, formalisés, c'est-à-dire que les résultats des contrôles, décrire le contrôle, soit parce qu'il est manuel, soit parce qu'il est automatique, on va aller récupérer la règle de gestion mise en place dans le système. C'est une chose, mais les résultats des contrôles, c'est extrêmement important de les collecter, parce qu'il s'agit de démontrer à l'administration qu'on a mis en place des contrôles et qu'on les fait. Dire à l'administration, j'ai mis en place des contrôles, mon ERP est parfait, le paramétrage est validé, je n'ai pas de souci, eh bien, l'administration va aussi vous poser la question, mais qu'en est-il? Quels sont les résultats de ces contrôles? À quel moment sont-ils testés? Est-ce qu'ils sont régulièrement testés? Comment est-ce que vous vous mettez à jour? Donc, les contrôles permanents, documentés, et sans oublier donc ceux qui sont intégrés au traitement dans les ERP. C'est extrêmement important, excusez-moi. Et donc, du coup, une fois que je vous ai donné ces quelques notions, parce que honnêtement, la piste d'audit fiable, on peut, comme pour les traitements informatiques, on peut y passer beaucoup de temps, eh bien, on se retrouve quand même avec des points d'attention. C'est-à-dire que, comme pour un contrôle fiscal, et au niveau du contrôle fiscal, on aura présenté le système d'information. Là, la piste d'audit fiable, c'est extrêmement important d'être cohérent, parce que c'est une documentation qu'on remet à l'administration. Et donc, c'est important d'être cohérent entre la présentation de son système d'information et sa cartographie des transactions, des flux de transactions. Et c'est extrêmement important d'être cohérent aussi sur la traçabilité de chaque flux et sur les moyens, les pièces justificatives, les moyens de contrôle mis en œuvre tout au long de ce flux. Alors, la piste d'audit fiable, un autre point d'attention, c'est qu'on identifie les contrôles, on identifie le niveau de contrôle, on identifie où il se passe, mais surtout, c'est les intervenants. Parce que s'il s'agit d'un intervenant, je veux dire, on peut faire des contrôles au moment du paiement, pourquoi pas? On peut faire des contrôles au moment de la livraison d'un bien matériel, pourquoi pas? Mais donc ça, il est important d'identifier les intervenants internes aux entreprises pour s'assurer que ces contrôles seront faits, et pourquoi pas pour que le contrôle interne puisse effectuer, je dirais, s'assurer que les intervenants internes à l'entreprise effectuent bien ces contrôles. Est-ce que tu peux nous illustrer la différence de niveau de contrôle qui devront être mis en place dans une TPE et dans une grande entreprise, pour comprendre un peu les obligations qui pèsent sur les uns et sur les autres? Tout à fait. On se posera toujours aussi la question, par contre, des documents à conserver. Donc, un cas pratique aujourd'hui, c'est l'artisan, le commerçant, la très petite entreprise. Eh bien, communément, on peut se dire « je ne suis pas concerné ». Je ne suis pas concerné parce que mon activité, elle est simple, j'ai un niveau d'activité qui est vraiment basique, j'ai très peu de flux par rapport aux grandes entreprises, je ne vais pas avoir une obligation forte de documenter ma piste d'audit fiable. Eh bien, il faut quand même se poser des questions. Parce que quand le contrôle fiscal arrive, quand la vérification de comptabilité arrive, en fait, elle intervient sur des périodes antérieures à l'année en cours pour des exercices fiscaux. L'exercice fiscal est clos, donc c'est automatiquement antérieur sur ce sujet-là. Et donc, les petites structures, parfois, on a classiquement une personne qui va être en charge de passer la commande, de réceptionner le bien, de comptabiliser la facture qui arrive, d'enregistrer les factures clients. Enfin,
généralement, on a une personne qui fait tout. Alors oui, je sais, en termes de séparation de fonctions, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas terrible, on en est tous conscients. Et bien donc justement, la documentation de la piste d'audit fiable ou la documentation à minima de l'organisation comptable, qui est une obligation du Code de commerce et que l'administration est en droit de vous demander, quelle que soit votre structure. La documentation à minima de la piste d'audit fiable, tous les ans, permet de tracer qui fait quoi, quels sont les contrôles, à quel moment. On ne va certes pas rentrer dans un niveau de détail tel que pour un grand groupe. Je ne suis pas en train de vous dire on va avoir une piste d'audit fiable d'une TPE équivalente à un grand groupe. On va tracer à minima les éléments, les informations indispensables que l'on aura du mal à reconstituer 3 ans plus tard. Et alors surtout, c'est que classiquement, une personne seule effectue beaucoup de contrôles. Parce qu'on lui a demandé, son expert comptable lui a demandé, ou l'expert comptable va faire des contrôles en plus. Donc là, il est extrêmement important de les conserver, de récupérer ces résultats et de les insérer à la piste d'audit fiable. Ça peut être un document, enfin un renvoi vers un document. Pourquoi je vous dis ça ? Il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'était il y a moins de 15 jours, j'ai intervenu auprès d'une structure et véridique, hein, donc il y avait... Ah oui, mais alors, dès que le montant est supérieur dès que le montant est supérieur à ce seuil, voilà tous les contrôles qu'on fait. Donc, bon, très bien, et donc on me décrit les contrôles. Je dis, très bien, bon, ben, on est en 2018, pouvez-vous me montrer les contrôles de 2017 ? Ah oui, mais non, mais en fait, en décembre, on a béné tous les contrôles du janvier à septembre. C'est qui le client ? Alors, ce n'est pas un client, mais en fait, c'est devenu un client. Donc, il était temps. Et ça, c'est un sujet que, là, c'est une petite structure, mais on le rencontre dans les groupes. Je ne vais pas dire les grands groupes, mais pour vous dire, ce sont des sujets qu'on retrouve régulièrement. J'ai aussi un passage long en entreprise. Il faut se battre parfois sur ces sujets-là. Alors, pour la petite entreprise, il est extrêmement important de ne pas édulcorer ce sujet. Il est important de s'attacher à minima à documenter les grands principes et à s'assurer que les contrôles effectués lorsqu'ils sont manuels sont bien conservés et archivés. Je ne reviendrai pas sur ces notions-là. Je voudrais qu'on puisse aborder les ETI rapidement et les grands groupes, parce que classiquement, l'autre question qui m'est posée, c'est moi, je suis un grand groupe ou une belle ETI, j'ai un contrôle interne, et en fait, finalement, mon contrôle interne répond à l'obligation de la PAF. Le contrôle interne et la PAF, ce n'est pas la même chose. La PAF, vous avez une obligation de garantir des critères pour l'administration. Le contrôle interne, vous allez avoir classiquement des formalisations de process et pas toujours des process avec le focus fiscal. Est-ce que je mets tous les éléments du contrôle interne ? Est-ce que je les mets de côté ? Est-ce que je ne m'en sers pas ? Non, moi je travaille avec le contrôle interne. On travaille tous, hein, les professionnels, quand on fait de la PAF, on travaille avec le contrôle interne. On va effectivement collecter de nombreuses informations auprès de... Pourquoi ? Parce que dans une grande entreprise, avec un ERP, le contrôle interne va avoir défini les contrôles à faire dès la livraison sur, j'allais dire le tarmac, mais alors dès la livraison, l'entrepôt. Le contrôle interne va lister un certain nombre de tâches, certes, mais aussi de contrôles à effectuer. Donc, on va pouvoir utiliser les travaux du contrôle interne et on va les utiliser, voire parfois on contribue à leur mise à jour. On contribue souvent au renforcement du contrôle interne. Et donc ça, c'est extrêmement important de se dire que les process, le travail du contrôle interne va être mis en valeur avec un focus PAF, mais il ne suffit pas à répondre en cas de vérification de comptabilité à l'obligation de fournir la PAF à l'administration. Et encore une fois,
Ce sujet-là, vous avez vu tout à l'heure avec les traitements informatiques, ce sujet-là ne s'improvise pas. C'est-à-dire que ce n'est pas quand vous avez le vérificateur dans les murs, au mieux quand vous avez reçu l'avis de passage, que vous allez vous dire « Ah, je n'ai pas fait ma PAF ». Parce qu'en fait, est-ce que vous avez bien collecté les résultats des contrôles? Est-ce que les contrôles ont bien été faits? Est-ce que toutes les questions ont été bien posées? Et est-ce que les contrôles qui ont été identifiés il y a 3 ans sont toujours d'actualité, compte tenu de l'évolution de votre activité, de l'évolution de votre taille peut-être d'entreprise, ou de l'évolution de vos types de flux de transactions? Il y a 3 ans, vous n'aviez peut-être pas de transactions par le e-commerce. Et aujourd'hui, vous en avez peut-être. Mais tout ça, ça s'anticipe, ça ne s'improvise pas. Il faut être très clair sur le sujet. La PAF, aujourd'hui, elle est, au niveau des entreprises, pas toujours d'actualité parce qu'on est vraiment sur des sujets, contrôles fiscaux, logiciels de caisse, etc. Mais la PAF, c'est une vraie obligation, une véritable obligation en cas de contrôle fiscal. Si on vous la demande, vous avez obligation de la produire. Alors, l'anticipation, on l'a dit, redit, je le redirai, c'est vraiment le maître mot. C'est extrêmement important. On vous a parlé des incontournables tout à l'heure, on a parlé du périmètre, des données, de l'inaltérabilité, de la sécurité, de la conservation, de l'archivage, de l'information et de la documentation. On voit que les entreprises aujourd'hui ont de très nombreuses obligations de conservation et d'archivage. Et c'est un sujet qu'on partage tous, aussi bien avec les entreprises qu'avec les professionnels, de se dire que devant ces obligations, je pense qu'Alexis, tu partages le sujet avec moi, devant ces obligations-là, est-ce que l'entreprise n'est pas parfois démunie, d'autant plus lorsque c'est une filiale de groupe étranger et que ce groupe a d'autres obligations par ailleurs. Et c'est vrai que l'archivage, c'est un vrai sujet. Et il est extrêmement important de suivre les évolutions. Alors, je sais bien qu'en France, on n'est pas sur le sujet. Hein, Alexis, on en parlait encore, je crois qu'on en parlait encore hier soir, toi et moi, et on a des clients qui sont concernés. Aujourd'hui, lorsqu'on est sur une activité tournée vers l'international, il y a de très nombreuses obligations au niveau pour un groupe, certes, mais on pense tous à comment sécuriser nos clients ou comment sécuriser nos entreprises qui sont internationales, qui ont de plus en plus d'obligations, et on pense donc à l'évolution et en tout cas à la recommandation de l'OCDE sur le safety, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On sait que finalement on regarde à l'horizon et on se dit que l'horizon c'est peut-être pas dans si longtemps que ça. Enfin, pour conclure sur ce sujet qui est extrêmement riche, quand on documente un sujet, quand on fait un exercice fiscal, il est extrêmement important de bien collecter aussi les preuves de conformité de vos systèmes ou de vos logiciels de caisse lorsque vous êtes concerné. Et toujours parce que dans 3 ans, vous serez contrôlé ou votre client sera contrôlé, il se sera peut-être difficile, si l'éditeur a mis la clé sous la porte, de ne pas avoir le document de l'année en question contrôlé pour démontrer que oui, en tant qu'entreprise, on s'est posé la question de la conformité du logiciel ou du système de caisse. Voilà. Bravo, merci. Merci, c'était vraiment remarquable. Merci à Benoît, vous avez été béton, hein, Saint-Gobain bâtiment, vous avez été parfait tous. Alors, j'aurais quand même, avant de passer la parole à notre président, et peut-être de poser une ou deux questions, vous dire que j'ai l'Académie, pas le Conseil Sup, hein, j'engage pas moi des deniers du Conseil Sup, un cadeau à faire aux personnes qui sont dans la salle et qui nous écoutent aussi par Internet, c'est que ce soir, après une journée aussi riche, aussi intéressante, aussi lourde en sens et en travaux à faire, hein, tu le disais, il faut voir l'horizon, l'Académie vous offre, en rentrant chez vous, le whisky, la coupe de champagne ou le thé que vous aurez envie de prendre pour vous délasser. Mais, et pour suivre évidemment les obligations qu'on vous a expliquées ce matin, il faudra nous fournir le ticket de caisse ou la facture de la bouteille de whisky
quand même, attesté par je ne sais quoi, mais il faut que la facture soit conforme à ce qui a été dit, et puis une analyse de sang faite par une infirmière certifiée, et qui certifie que dans l'analyse de votre sang, eh bien, il y a eu la consommation du même whisky que celui dont vous nous avez envoyé la facture. Et surtout, je vous en prie, documentez bien votre piste de Documentez. Hein, Merci de venir à la rescousse. Et la facture, je l'enverrai au ministre, hein, madame, vous lui expliquerez. Je l'enverrai au ministre parce que quand même, hein, voilà. Bon, merci beaucoup. Alors, on a, pour terminer, 2 ou 3 questions. Allez, viens. Non, mais c'est des questions pour vous. Allez, pose des questions, toi, comme un grand. Voilà. Alors, lui, c'est Olivier, c'est l'associé. Déjà là. L'associé de Marc, hein, il faut que vous le sachiez, c'est le binôme. Allez, vas-y, pose des questions. Alors, une toute petite question sur le CFCI. Lorsque l'on choisit la voie 3 d'envoi des données, est-ce qu'il y a aussi à transmettre éventuellement les logiciels ou des copies des logiciels pour réeffectuer les traitements par l'administration ? Alors, lorsqu'on choisit de ne pas réaliser les traitements, mais de remettre au vérificateur les données d'origine pour réaliser les traitements sur le propre matériel de l'administration, cela présuppose que l'on fournisse les données dans un format non propriétaire. C'est-à-dire que l'administration puisse lire ces données avec un logiciel d'analyse de données tout à fait classique. Donc, évidemment, il n'y aura pas de nécessité de fournir le logiciel utilisé. Par contre, ça suppose qu'il va falloir être en capacité d'extraire à partir d'un logiciel donné les informations selon un format non propriétaire. Et donc, le point de vigilance à avoir, c'est effectivement d'avoir la possibilité de faire appel à son prestataire informatique pour pouvoir extraire ces informations, les données, d'avoir une fonctionnalité d'extraction de ces données. Mais donc, on fournit que les données. C'est tout à fait ça qu'il fallait bien éclaircir. Une question sur la PAF. 2 questions sur la PAF. Et on terminera rapidement. Quelle différence entre la PAF et le chemin de révision comptable? Alors, effectivement, excellente question. Merci. Je dirais de qui elle vient. Et ça fait longtemps qu'on se connaît, donc. Alors, le chemin de révision est beaucoup plus restreint que la PAF. La PAF va beaucoup plus loin. Le chemin de révision consiste en fait à pouvoir, à travers la comptabilité, remonter dans un sens ou dans un autre sens, à travers la référence à pièce justificative notamment, et ça on va le voir avec l'administration fiscale, souvent s'intéresse au chemin de révision avec le FEC, avec la référence à pièce justificative, et on doit pouvoir tracer dans un sens comme dans l'autre sens. La PAF, eh bien, on pourrait remonter pratiquement à d'autres éléments que des données comptables. Enfin, c'est sûr et certain, il s'agit d'autres éléments que de données comptables. Donc, la piste d'audit fiable peut comprendre le chemin de révision, mais est beaucoup plus large et étendu. Et c'est extrêmement important de bien l'avoir en tête. Merci.